20 janvier 2008, Reno, Nevada. Brianna, 19 ans, dort sur le canapé d'une amie. La porte d'entrée n'est pas fermée à clé, parce que, il n'arrive jamais rien ici. À l'aube, plus rien sur le canapé, juste un oreiller taché de sang et de mascara, des traces de morsure, et une couverture traînée jusqu'à la porte de derrière. Un prédateur est entré, a pris Brianna, son ours en peluche, et ses cris ont été étouffés dans cet oreiller. Ce que James Biela lui a fait ensuite va glacer l'Amérique entière. De nos jours, rares sont ceux qui sortent sans une bombe lacrymogène ou un petit outil de défense dans la poche. C'est devenu aussi banal que d'avoir ses clés ou son portefeuille. Le monde étant ce qu'il est, on se dit que c'est indispensable. Pourtant, quand les agressions continuent malgré tout, certains, même des étudiants, franchissent le pas et décident de porter une arme à feu pour se protéger. Oui, des étudiants circulent avec des armes mortelles sur eux. Et c'est précisément de cela qu'il est question dans l'affaire du jour. Brianna Denison, 19 ans, étudiante en 3e année de psychologie de l'enfant au Santa Barbara City College, a disparu de la maison d'une amie à Reno, dans le Nevada. Le genre de cauchemar qu'on n'ose même pas imaginer, être arraché à un endroit où l'on se sent en sécurité, en pleine nuit. Au fil de l'enquête, des détails toujours plus glaçants ont émergé, semant terreur et désarroi. Violence, cœur brisé et issue fatale, voilà ce qui résume la tragique histoire de Brianna Denison. Des vacances d'hiver qui se sont terminées dans l'horreur. Brianna, surnommée Bri par ses proches, est née le 29 mars 1988 de Jeff et Bridget. Elle a grandi dans une famille soudée, avec son petit frère Brighton. Les Denison vivaient confortablement à Reno, Jeff dirigeait une entreprise. Tout bascule en 1994, Jeff, âgé de seulement 34 ans, se suicide alors qu'il fait l'objet d'une enquête fédérale pour détournement de fonds. Bri n'a que 6 ans. Ce geste laisse la famille en miettes, avec une douleur immense et définitive. Malgré tout, il se serre les coudes et tente de se reconstruire. Bridget, devenue mère célibataire, se bat pour offrir à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Bri, lumineuse et extravertie dès l'enfance, apporte de la joie autour d'elle. Mais la mort de son père laisse des cicatrices profondes, difficiles à refermer. Peu après, la famille déménage à Mendocino, en Californie, là où Bridget a grandi. Ce nouveau départ fait du bien à Bri. Sociable et chaleureuse, elle se fait rapidement des amis. Elle obtient son diplôme au lycée de Reno en 2006, puis s'envole pour Santa Barbara City College pour étudier la psychologie de l'enfant, un choix que tous ceux qui la connaissent jugent parfait. Bri adore voyager, une année à Rome lui donne le goût de l'aventure, suivent Hawaï, New York, le Mexique, la Jamaïque, le Japon, l'Égypte, la Hongrie, l'Autriche, la France. À tout juste 19 ans, elle croque la vie à pleines dents. Elle entretient aussi une relation très forte avec son petit frère Brighton, pour qui elle est un vrai modèle et une confidente fiable. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle était une jeune femme rayonnante, épanouie dans ses études et promise à un bel avenir. Mais tout s'effondre en janvier 2008, pendant ses vacances d'hiver à Reno, un nouveau coup terrible pour la famille Denison. Ce mois-là, Bri revient à Reno pour revoir ses amis d'enfance. Ensemble, ils prévoient de participer à plusieurs événements organisés par Summer Winter Action Tour LLC et de fêter le week-end de Martin Luther King. L'ambiance est à la fête, jusqu'à ce qu'elle vire au cauchemar. Dans la nuit du 19 janvier, Bri et ses amis enchaînent les soirées. Elles finissent au Sands Regency Resort, aujourd'hui J-Resort, sur North Arlington Avenue. L'heure tourne, minuit est largement dépassé. Bri, son amie Jessica et leur hôte Cathy dorment chez Cathy, dans un appartement hors campus sur Maycourt, près de l'université du Nevada. À leur arrivée, Jessica est déjà là avec un homme que personne ne connaît, elle doit se lever tôt pour travailler. Cathy et Bri se changent, enfilent leur pyjama et vont se coucher. Pour une raison qui lui appartient, Bri choisit de dormir dans le salon, elle installe un lit de fortune sur le canapé avec un oreiller, 2 couvertures et son ours en peluche. Cathy file dans sa chambre. Petit détail qui a son importance, la porte d'entrée vitrée de l'appartement n'est jamais fermée à clé. Les colocs se disent que c'est pratique si l'une d'elles perd ses clés. Avec le recul, c'était une erreur monumentale, mais on sait tous que les étudiants ne brillent pas toujours par leur prudence. Elle pensait être tranquille, il ne s'était jamais rien passé. Malheureusement, jamais encore, ne veut pas dire, jamais tout court. Cette fausse sensation de sécurité allait coûter très cher, une faute que les amis de Bri et la famille Denison porteront toute leur vie. Les relevés téléphoniques montrent que Bri a appelé son petit ami Cameron cette nuit-là. Ensemble depuis la première année de fac,
ils se disputent au sujet de ses sorties tardives, puis se réconcilient. Brie semble s'endormir après l'appel. Le lendemain matin, 20 janvier, vers 9 h, Jessica et Cathy se lèvent. Le canapé est vide, elle pense que Brie a rejoint une chambre dans la nuit. Rien d'anormal. Mais les heures passent, et toujours aucune nouvelle. Elles finissent par vérifier la chambre d'amis, Brie n'y est pas non plus. Elle n'y a même jamais mis les pieds. De retour dans le salon, un détail les glace, une seule couverture reste sur le canapé, l'autre gît par terre dans la cuisine, près de la porte de derrière très loin de l'endroit où Brie dormait. L'ours en peluche a disparu. Et surtout, une tache rouge macule l'oreiller. Paniquées, Cathy et Jessica appellent Bridget, la mère de Brie. Le portefeuille, le téléphone et sac de Brie sont toujours là. Bridget compose le 911. Les policiers arrivent rapidement. Aucun signe d'effraction, rien ne manque. Comme la porte était déverrouillée, ils concluent que Brie a probablement été enlevée dans la nuit. Mais l'oreiller pose problème, 3 taches rouges et des traces de mascara sur un côté. Hypothèse, Brie a peut-être pleuré pendant sa dispute avec Cameron. Les taches rouges sont plus inquiétantes. Et puis il y a ces minuscules perforations, des marques qui ressemblent à des morsures. Autrement dit, quelqu'un a probablement plaqué le visage de Brie dans l'oreiller pour étouffer ses cris. L'appartement est placé sous scellé. Les analyses révèlent de l'ADN masculin sur le canapé et la poignée de porte, ainsi que l'ADN et du sang de Brie sur l'oreiller. Avec une personne toujours portée disparue, l'affaire prend une dimension nationale, le FBI entre en jeu. L'enquête est complexe et terrifiante, Brie a été arrachée à un lieu où elle se sentait en sécurité, sans aucun indice sur l'endroit où elle se trouve. Pire, plusieurs femmes ont été agressées sexuellement violemment dans le secteur ces derniers mois. L'hypothèse d'un prédateur récidiviste prend corps. Les enquêteurs interrogent famille, amis proches, Cameron, alibi solide, ADN négatif, et l'homme qui a ramené Jessica, même chose. Rien. Le 29 janvier 2008, 9 jours après la disparition, une femme signale qu'une amie s'est fait voler dans le parking de l'Université du Nevada par un homme blanc au volant d'un pick-up bleu, peut-être un Toyota Tacoma 2007 à 2008. Elle n'a pas vu son visage mais a porté plainte et donné un échantillon ADN. Comparaison faite, c'est le même ADN que celui retrouvé chez Cathy. Le ravisseur de Brie est donc bien l'agresseur de cette autre jeune femme. Bientôt, une deuxième victime se manifeste au même mode opératoire. Un point commun glaçant, le criminel repart toujours avec un trophée, généralement une culotte. Une des victimes a entrevu son visage, un portrait robot est diffusé. Les recherches s'étendent sur près de 160 km². Des centaines de bénévoles, dont la première dame du Nevada, participent. Bridget s'accroche à l'espoir, les 2 premières victimes ont survécu, pourquoi pas sa fille? Le 15 février 2008, près d'un mois après l'enlèvement, un employé de technologie, Albert Jiménez, remarque ce qu'il prend pour une poupée habillée de chaussettes orange vif au bord d'une route, dans un terrain vague. Ce n'est pas une poupée. À côté du corps, 2 culottes, l'une appartient à Brie, l'autre à Cathy. L'autopsie révélera que Brie est morte étranglée à main nue après avoir subi des violences sexuelles. L'enquête dure encore 10 longs mois. Le tournant arrive le 1er novembre 2008, l'épouse de James Michael Biela, 27 ans, découvre plusieurs culottes féminines dans le pick-up de son mari et alerte anonymement la police. James, ancien militaire renvoyé pour usage de drogue, père de famille, ceinture bleue de karaté et connu pour son tempérament explosif, est arrêté alors qu'il dépose son fils à la crèche. Il nie tout et refuse l'ADN. Les enquêteurs obtiennent celui de son jeune fils via la mère, lien familial confirmé avec l'ADN du crime. Nouveau prélèvement forcé sur James, correspondance parfaite avec Brie et les 2 autres victimes. Son ancien pick-up bleu contient des fibres des vêtements de Brie. Procès en mai 2010. Preuves écrasantes, collègues, victimes survivantes, son propre patron, qui rapporte qu'il a dit, elle l'avait cherché, en parlant de Brie, et même sa femme témoigne. Le 27 mai, coupable sur tous les chefs. Le 30 juillet 2010, il est condamné à mort pour le meurtre de Brianna, plus 4 peines de prison à vie pour les autres agressions. Les victimes survivantes viennent à la barre, le regard droit dans les yeux, ils détournent le regard, et parlent aussi pour Brie. Leur courage est immense. Le 23 février 2008, un hommage rassemble des centaines de personnes en bleu, la couleur préférée de Brie. Des fleurs, des rubans, des mots d'amour. Peu après, le Nevada vote là, Brianna S. Lowe, tout délinquant condamné, quel que soit le délit, doit donner son ADN.
Si cette loi avait existé plus tôt, l'arrestation de Biella en 2001 pour menace avec couteau aurait permis de l'identifier dès janvier 2008. Pour Bridget et Brighton, déjà marqués par le suicide du père, la douleur est indescriptible. Des années plus tard, on sait que Brighton a fondé une famille et a un enfant de 4 ans. Pour Bridget, le chemin reste plus discret, mais on ne peut qu'espérer qu'elle ait trouvé un peu de lumière. Après cette affaire, les ventes d'armes, bombes lacrymogènes et alarmes personnelles ont explosé autour de l'université du Nevada. Qui pourrait le leur reprocher? Une porte non verrouillée a suffi pour qu'un prédateur brise une vie pleine de promesses. Des années ont passé. J'espère de tout cœur que la famille Denison a pu trouver un semblant de paix. Si cette affaire vous a bouleversé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On poste une nouvelle histoire criminelle chaque soir. D'ici là, restez prudents, restez vigilants.